Disons que c'est Aimé Césaire, beaucoup. À l'origine, il y a Aimé Césaire, il y a l'éblouissement de la découverte du cahier de retour au pays natal. Ça a été quelque chose de fabuleux. Et la découverte donc, de Césaire, ça a été pour moi à la fois cette rencontre avec un texte absolument prodigieux, qui était à la fois un texte poétique, politique, et un texte poétique et politique qui était écrit par quelqu'un des îles. Il y avait bien sûr la question de la négritude, c'était ces années-là, mais c'était aussi cette puissance-là du langage, et quelqu'un des îles qui écrivait ça, et dans un français absolument prodigieux. Ça c'était la première grande découverte, parce qu'il y a les lectures de l'enfance, tout ça, mais Dumas, enfin tous les romans qu'on lit à l'adolescence. Mais ça, c'était plus une dimension de plaisir comme ça, et j'imaginais absolument pas que je pouvais être de ce monde-là. En revanche, Césaire, ça a été très important pour moi. Et après, plus tard, il y a eu la découverte, là aussi ça a été une vraie découverte, un vrai plaisir, ça a été Vali Penrhenmor de Boris Gamaleya, parce que c'était pour moi le déplacement de Cahiers d'un pays au retour au pays natal à La Réunion. Donc le passage de Césaire à Gamaleya, enfin pas le passage, comment dire, le lien Césaire-Gamaleya, et je découvrais qu'on pouvait aussi écrire sur La Réunion, à La Réunion, avec cette splendeur-là. Et ça, c'est peut-être ce qui a été à l'origine de mon désir d'écrire. Mais je crois que ça a été le cas pour toute une génération, pour ma génération. La rencontre avec Gamaleya, ça a été quelque chose. Lorsque Vali Penrhenmor a été publié en 1972 et diffusé, on n'imagine pas aujourd'hui comment Vali était diffusé de façon massive. Le Parti communiste réunionnais a diffusé Vali Penrhenmor de façon extrêmement incroyable. Aujourd'hui, plus personne ne ferait ça. Et tout le monde lisait Vali Penrhenmor. Et moi, je me souviens, à un moment donné de ma jeunesse, je connaissais Vali du début à la fin, par que je pouvais réciter entièrement Vali Penrhenmor. Et avec d'autres, je veux dire, Patrice Trottard, Axel Gauvin, c'était vraiment notre Bible. Ça nous réconciliait avec beaucoup de choses, ça nous donnait énormément d'espoir, ça nous parlait d'une réunion dont on n'avait pas honte, dont on était fiers, et ça nous resituait à la fois dans l'histoire, dans l'océan Indien, et dans un rapport, là aussi c'était très important, dans un rapport à la langue française qui n'était plus un rapport de conflit. Et ça c'était très important. Alors il y avait en même temps tout le travail que nous on commençait autour du créole, qu'on commençait, Boris l'avait commencé avant nous bien sûr, mais que nous on commençait à mettre en œuvre, en forme dans le texte poétique. Et il y avait donc ça, Vali Penrhenmor, qui nous a libérés. Je crois qu'on peut dire ça. Bon, après évidemment il y a eu beaucoup d'autres œuvres, d'autres textes, et beaucoup pour moi, personnellement, la découverte quand j'étais étudiant de la littérature africaine et de la littérature d'Amérique latine. Ça, l'Amérique latine, ça a été un grand moment, tant des écrivains, Garcia Marquez bien sûr, mais aussi des écrivains comme Asturias ou Neruda. Et après, Amado, ou des gens comme ça. Et puis beaucoup plus tard, c'est tout étrange, mais beaucoup plus tard, la littérature indienne. Ça, et la littérature indienne, c'était différent parce que je lisais des romans indiens et qui du coup me faisaient faire un retour sur des choses, sur une partie de mon enfance que j'avais un peu mis de côté, alors que j'avais baigné là-dedans tout le temps. J'avais mis de côté à cause de l'école sans doute, à cause aussi du combat pour une réunion, disons, créole, et qui a en ce temps-là, quand j'étais adolescent et jeune, le combat pour la réunion créole impliquait pour moi une espèce d'abandon, en tout cas d'oubli, de toute la dimension indienne.
Et quand j'ai redécouvert ou découvert la littérature indienne, c'était pour moi que je me suis mis à lire du coup avec des yeux réunionnais et avec donc, tout un système d'écho qui se mettait en place. Et ça a été important pour moi aussi à un autre niveau, parce que lire la littérature indienne comme ça m'a amené ensuite à lire la littérature française comme ça. La littérature française avec des yeux réunionnais et la littérature mondiale avec des yeux réunionnais. Ça, c'est aussi un moment très, très, très important. Et moi, je suis revenu ici, à cet endroit précis, il y a 7 ou 8 ans. J'avais grandi juste à côté, j'avais passé mon enfance à côté, et puis après, j'ai passé une grande partie de ma vie à fuir cet endroit. Je suis parti donc, j'ai grandi à Saint-Denis, puis ensuite j'étais en France. Quand je suis revenu à la Réunion au début des années 80, j'ai vécu à Saint-Denis, puis je me suis éloigné le plus possible de Saint-Benoît. À un moment donné, j'habitais à Saint-Leu, qui est vraiment l'endroit le plus éloigné de Saint-Benoît, je m'étais juré de ne jamais plus remettre les pieds ici. Et puis je suis revenu, et donc j'habite ici. Alors évidemment, c'est un endroit qui n'a plus grand chose à voir avec le monde de Saint-Benoît que j'ai connu dans mon enfance. Et on raconte par exemple cet immeuble-là. Saint-Benoît, dans mon enfance, c'était une espèce de village. Où tout le monde connaissait tout le monde. Il y avait le chemin Dracanat qui passait là. Il n'y avait pas de clôture. J'ai jamais connu de clôture dans mon enfance. Tout le monde se connaissait. Bon, c'était aussi un monde très agricole, avec beaucoup de travailleurs agricoles, de petits métiers. Et là, évidemment, c'est totalement différent. Alors ici, là où j'habite, c'est un champ de canne. Il y a encore une vingtaine d'années, qui appartenait à mon grand-père. Et donc, la transformation du territoire a fait qu'on pouvait tout planter de canne ici. Et donc, on a construit cette... je dis on, parce que c'est pas moi qui l'ai construite, c'est mon père. Je suppose que c'était dans l'espoir de voir revenir un jour. Il a fini par gagner, finalement. Et alors ici, donc, c'est un endroit relativement calme, c'est très beau, puisqu'on a gardé les arbres. Le matin, c'est génial. Quand le soleil se lève, il y a les oiseaux, il y a les fleurs, il y a plein d'animaux dans la cour. Il y a à peu près une trentaine de chats qui se baladent dans cette cour, qu'on ne voit jamais quand il y a des gens. Et puis à côté, bon, il y a cet immeuble avec, qui est quand même assez extraordinaire, parce que c'est un immeuble qui est calme tous les jours, sauf le dimanche matin. Je ne sais pas pourquoi, tous les dimanches matins, les gens mettent la musique à fond la caisse. Donc, et comme ça, j'ai droit à du zouk, à de la dancehall, à du maloya, c'est surtout ça d'ailleurs, c'est assez étonnant, c'est zouk, dancehall, maloya, un peu de rap de temps en temps. Voilà, et donc, ça c'est mais moi je ne vois pas grand chose de ce qui se passe ici parce que je pars le matin très tôt et je rentre le soir très tard. Donc, mais ce que je sais, c'est que le matin, lorsque je pars, là, il y a à peu près 1,5 milliard de voitures qui stationnent devant mon portail, à cause du rond-point, et donc il y a un embouteillage monstrueux. C'est à peu près ça que je vois de ce quartier-là. Sinon, Saint-Benoît, la ville, j'y vais aussi rarement. J'y vais le samedi faire mon marché forain. Alors là, je suis très très content. J'aime bien ça. Ma tante, là, au marché forain, je rencontre plein de gens que j'ai pas vu depuis longtemps, des amis d'enfance, des gens avec qui j'étais à l'école, ou alors des gens comme ça qui me connaissent, qui me voient, avec qui je discute, on parle de tout, de rien. Les marchands me proposent leur piment ou leurs légumes en me disant « Ah mais moi, viens où, télévision, l'autre jour, t'es derrière, t'écoutes dit tout ça ». Enfin, tout ça, en fait, ils s'en foutent complètement, mais c'est cette espèce d'atmosphère malgré tout de village, quoi, où tout le monde, malgré tout, il reste un espace à Saint-Benoît où tout le monde connaît tout le monde, c'est le marché forain. Je trouve ça absolument fabuleux. Et puis donc voilà, et puis bon, ben, cela dit, Saint-Benoît, c'est quand même aujourd'hui une ville un peu triste, un peu délaissée, soit le samedi matin du marché forain. Il y a Saint-Benoît, c'est le taux de chômage le plus important de la Réunion. C'est malheureusement une ville qui n'a pas été non plus pensée vers le plan urbain, les logements sociaux, la voirie. Rien n'a vraiment été pensé. Il n'y a pas d'espace. C'est une ville morte.
avec une rue qui traverse comme ça, et puis des gens qui roulent. Mais, alors que dans mon enfance, je me souviens, c'était une ville qui grouillait de vie. Ou alors c'est moi qui me représente ça aujourd'hui. Mais où les gens, je veux dire, il y avait du monde dans les rues. Aujourd'hui, les gens vont à Saint-Benoît pour aller au magasin, et puis, ou au Marco, et puis les centres commerciaux aussi, c'est un rôle très très important aujourd'hui. Comme les centres commerciaux sont un peu à l'extérieur, à la périphérie, donc il y a plus beaucoup de monde dans les rues de Saint-Benoît, sauf pour la semaine commerciale ou des choses comme ça. Voilà. Mais pour dire la vérité, c'est une ville où je ne vis pas vraiment. Je ne vis pas vraiment. Je suis ici, je rentre tard le soir. C'est une ville où je dors, où je travaille un peu le week-end quand je ne suis pas ailleurs, mais c'est pas une ville où je vis vraiment. Mais c'est un endroit ce que j'aime beaucoup, c'est toute la partie là, qui monte le long de la rivière, là, à l'îlet de Coco, l'Oasis, des choses comme ça, qui sans doute, que j'aime beaucoup sans doute parce que ça me ramène sans doute à l'enfance qui se passait énormément dans la rivière. Mais voilà, sinon, les amis que j'avais donc ici, je les vois plus beaucoup, sauf de temps en temps donc, au marché forain le samedi, mais ça on ne peut pas dire que ce soit une ville que j'habite vraiment. C'est pas un quartier que je fréquente. D'autant plus que les gens qui sont autour de moi, là, après, bon, il y a mes parents qui est juste à côté. En face, il y a un de mes frères et de l'autre côté, une de mes sœurs. Donc c'est la famille, quoi. C'est pas vraiment. J'ai pas vraiment de relation avec les autres personnes du quartier. Hein, je les vois pas, je les connais pas. De temps en temps, ils viennent me voir parce qu'ils veulent des cocos ou des fruits. Il y a beaucoup de mendiers dans la cour. Donc. Alors ça, c'est très intéressant parce que les enfants de l'immeuble en face ont décidé que les mangues leur appartenaient. Comme je ne me suis jamais opposé à ça, donc ils ont compris que c'était vrai, qu'ils étaient les propriétaires des mangues. Ce qui est bien parce qu'en même temps, ils viennent me demander l'autorisation de les cueillir, mais du coup, ils deviennent les gardiens de la cour et personne d'autre que n'a le droit de venir cueillir ces mangues ni d'entrer dans cette cour. Donc, ce qui fait que c'est bien. C'est bien. Une espèce au moment de la saison des mangues, il y a, je ne sais pas, des dizaines de gamins dans cette cour en train de grimper sur les manguiers, en train de les cueillir, de se disputer, les interdire aux autres. En fait, ça c'est rigolo. L'enfance, c'est beaucoup de choses, mais alors c'est toujours ici, là, cet espace. Là, il y a le rond-point maintenant, il y avait un pont de chemin de fer là, et puis c'était le chemin Bretonnette, et donc, disons du rond-point jusqu'à Pas-Fusil, c'était les terrains de mon grand-père. Donc on vivait là avec donc, mon grand-père, ma grand-mère, mes oncles, mes cousins, les bambelles de cousins, tout ensemble. Et puis, alors, tout tas de gens qui venaient voir mon grand-père. Moi, je me souviens, l'enfant, je me souviens d'une foule de gens en permanence chez mon grand-père, des amis, des cousins, des gens, ces travailleurs agricoles. Oui, c'était une enfance qui était toujours entourée de plein de gens, avec plein d'activités. Bon, il y avait les activités comment dire, classiques, mais il y avait par exemple les cérémonies religieuses chez mon grand-père. Alors, les Semblani du 3 janvier, par exemple, là où on célébrait les morts, les ancêtres, et avec, c'était ce grand moment où toute la famille se retrouvait, il y avait 200, 300 personnes, les amis de mon grand-père, la parentèle éloignée, tout ça, un monde fou. Et ce qui me plaisait beaucoup, c'était pas tellement la cérémonie elle-même, c'était ce qui se passait avant. C'est-à-dire que tout le monde se retrouvait la veille, et bon, les hommes tuaient le cabri, nous les enfants, on triait les braides, on coupait les oignons, enfin ce genre de choses, et c'était absolument extraordinaire. Il y avait des immenses tables comme ça, et les morceaux de viande étaient là, et les oignons et les épices, on préparait tout ça, et c'était une espèce de fête. On racontait les hommes racontaient des histoires, les femmes racontaient des histoires, nous les enfants, on avait l'impression d'être considérés comme des adultes. Enfin, c'était des choses absolument extraordinaires, et puis même comment dire, lorsqu'on tuait le cabri, qu'on regardait tout ça, il y avait ces moments-là qui étaient extrêmement forts, extrêmement sociaux.
Et c'est vrai que j'ai toujours aujourd'hui une nostalgie de ces espèces de rassemblements, de ces espèces de fêtes où il y avait un monde incroyable. Et puis il y avait aussi des choses que, de l'autre côté de la route, là, c'est là qu'habitaient les travailleurs agricoles. Et là, c'était autre chose. Bon, j'étais souvent là-bas, le soir, ou alors le week-end, ou alors pendant les vacances. Et là, c'était un truc absolument fabuleux. C'était le Maloya. On entendait régulièrement, donc les gens chantaient le Maloya. Les histoires, les jeux de cartes, les jeux de domino, boutique de Madame Bébé, enfin, toutes ces histoires que les gens racontent. J'ai vécu dans ce monde à la fois, donc, il y avait voilà, donc, effectivement le monde de l'école, le monde intellectuel, et puis ce monde extrêmement vernaculaire ici. Tout le monde parlait créole, tout le monde racontait des histoires, tout le monde chantait du Maloya, tout le monde jouait aux cartes. C'était des coupeurs de canne ou des gens comme ça. Et puis les moments grandioses du bal tamoul, régulièrement il y avait ce qu'on appelle les bal tamoul, ici le nargon, où je voyais ces mêmes travailleurs agricoles que je voyais tout le temps en train de couper la canne, en train de travailler la terre, et tout ça se transformait magiquement en personnages des épopées, quoi, du Ramayana, du Mahabharata, qui devenaient des acteurs, des splendeurs, et puis comme ça, des hommes. Et puis ça, cette histoire absolument incroyable, je voyais des hommes habillés en femmes, déguisés en femmes, en train de jouer des rôles de femmes. Et puis c'était en même temps, c'est des gens qui savaient ni lire ni écrire, qui n'étaient jamais allés à l'école, mais qui prenaient une espèce de dimension absolument extraordinaire, qui devenait Draupadi, qui devenait Aldunai, qui devenait Yudhishthir, qui devenait Karli, qui devenait de ces gens-là, quoi. C'était absolument fabuleux, fabuleux, fabuleux. Et j'avais 7, 8, 9 ans, et je passais la nuit, et j'avais le droit de rester là toute la nuit à regarder des spectacles. Il y avait ça, il y avait aussi un grand moment important, c'est la présentation de Sucre amer dans la maison de mon père. Mon père avait fondé le Parti communiste réunionnais avec Paul Vergès, et je me souviens donc un jour, Sucre amer venait de sortir, Yann Lemasson venait de le réaliser, et Paul Vergès, et Baptiste Ponama, Bruni Payet, Harry Payet et d'autres, énormément de gens, et ils étaient venus présenter Sucre amer dans la cour. Et j'avais regardé ça, et j'avais découvert Sucre amer. Il y avait ça, il y avait aussi les films qui passaient dans la cour, parce que le PCR à l'époque faisait des projections de films. Et comme la cour de mon père était grande, ça se prêtait, donc on mettait un grand drap comme ça, et puis on projetait, et puis les gens du quartier venaient assister, puis moi j'avais le droit de regarder. Et donc c'est comme ça que j'ai vu des films qui m'ont marqué. Par exemple Johnny Guitar, c'est là que j'ai vu Johnny Guitar pour la première fois à l'âge de 7-8 ans, enfin des choses comme ça. Et ça c'était des moments. Bon. Et puis les meetings politiques chez mon grand-père, les meetings politiques chez mon père. Moi je me souviens d'un truc où mon père était candidat du Parti communiste réunionnais ici, ça devait être municipal, je pense, au cantonal, je ne sais plus. Et le meeting avait lieu dans la cour. Et je me souviens, il y avait la barande comme ça, et puis donc il y avait les gens qui étaient dans la cour, et derrière, il y avait une petite table là sur la barande, derrière il y avait mon père et Paul Vergès, je me souviens, et moi j'étais sous la table avec Laurent Vergès, on avait 6-7 ans sous la table, et on regardait tout ça, et je me souviens très bien de Laurent et moi, trépignant et criant « Vive Vergès, vive Vergès, vive Vergès !» Des choses comme ça, c'était très, 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 très rigolo. Il y avait ça, quoi. Il y avait à la fois l'ambiance familiale, l'ambiance du quartier, cette chaleur qu'il y avait autour qu'on ne s'imagine plus aujourd'hui, autour des luttes et du Parti communiste réunionnais, et puis cet espoir, quoi, les années 60-70, le Parti communiste réunionnais, ça représentait des choses, quoi, quelque chose qui était en mouvement permanent, ça portait, tu te disais, ce pays va changer, il y aura un espoir, ça va être fabuleux, on va changer le monde. Et ça depuis ça, c'est vrai que ça m'a marqué de l'enfance. Et je pense que si aujourd'hui, même si moi je n'ai jamais été membre du Parti communiste réunionnais, je pense que si aujourd'hui je fais des choses que je fais, c'est fortement lié à mon histoire familiale. Mon grand-père, le bal tamoul, le créole, le maloya, et aussi tout ça, quoi, tout que je voyais autour du Parti communiste réunionnais, toutes ces luttes que l'on faisait. Et ça, c'était important.
Alors l'école. Alors moi je me souviens, j'étais à l'école maternelle à Saint-Benoît, où j'étais choisi parce que ma mère était institutrice à l'école maternelle. Donc les femmes, les institutrices d'une part, et puis les femmes qui s'occupaient des enfants étaient aux petits soins de programme, et tout ça. Et puis un jour, mon père est arrivé, il m'a pris, là, il m'a emmené à l'école primaire. Ça c'était un grand choc pour moi, le passage de l'école maternelle à l'école primaire, parce que d'abord parce qu'on ne me l'avait pas dit, et ensuite parce que lorsque je suis arrivé là-bas, il m'a dit, voilà, il est arrivé, il m'a dit, ben voilà, tu entres en cours préparatoire, tu es dans la classe de Monsieur Rivière. Je dis bon, il m'a dit, ben voilà, et puis entendu, il y avait des enfants, il y avait tout ça, et puis la cloche a sonné, les gens sont entrés, puis moi je suis resté dans la porte, là, tout seul, et je me suis pleuré, évidemment, et puis voilà, et puis c'est ça, le souvenir que j'ai de ma rentrée des classes, c'était là, j'étais tout seul dans la cour, en train de pleurer, et puis jusqu'au moment où le directeur est arrivé, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai dit, voilà, je m'appelle Jean-Claude, mon père m'a dit que j'étais dans la classe de M. Rivière, mais je ne sais pas plus, puis il m'a pris par la main, il m'a emmené dans la classe de M. Rivière, et ça a été ma première journée d'école. Ça a été un gros traumatisme pour moi, l'entrée à l'école primaire. Au départ, il y a eu deux choses, disons. Il y a quand même eu, donc ce qui a quand même déclenché l'écriture, malgré tout, c'était la rencontre avec l'œuvre de Césaire et ensuite celle de Gamaleya. C'est-à-dire cette idée d'écrire l'île, quoi, d'écrire l'île, c'est ça. Et c'était quelque chose de complètement nouveau par rapport à ce qu'on m'avait appris à l'école, par exemple. On n'en parlait jamais. Il y avait un ou deux textes de Le Comte de Lille, mais bon, c'était toujours présenté. Voilà. Mais bon, et c'est vrai que c'était aussi lié. Au départ, oui, ça c'est très net. L'écriture, pour moi, au départ, c'était inscrit dans une démarche militante. C'était pas, je veux dire, je me sens pas, je me suis jamais senti une vocation, ni de poète, ni d'écrivain. C'était cette nécessité qui s'inscrivait dans un parcours militant, une cohérence de vie, quoi, en somme. C'était cette idée, bon, écrire effectivement, l'île, mais aussi, d'une certaine façon, rendre ça. Je ne suis pas encore arrivé à faire ça. Rendre justement ce dont je parlais tout à l'heure, cette vie là autour, avec avec les légendes dans les champs de Cannes, Maloya, les jeux de cartes, les histoires que j'entendais, le bal tamoul, enfin cette enfance-là, et cette extrême richesse dont je me suis rendu compte beaucoup plus tard de cette culture-là, et de cette histoire, et tout ce qu'on ignorait, quoi. Et en même temps, évidemment, il y a toujours une dimension personnelle dans toute œuvre, mais c'était ça aussi. Il y avait ça, et puis il y a eu autre chose. Par rapport à la langue créole, par exemple, c'était lié à autre chose, la nécessité de comment dire, au départ c'est venu par la nécessité d'écrire des chansons, parce que je faisais partie d'un mouvement indépendantiste ici qui s'appelait le CMLR, et on avait créé un groupe d'agite-prop, voilà, on appellera ça comme ça, un groupe d'agite-prop qui s'appelait le groupe culturel Zélin d'Or. Et on allait on projetait des films chez les gens des quartiers, on aidait les gens à s'auto-organiser, à se passer de la mairie, du pouvoir, des choses comme ça. Et du coup, on était amené aussi pour ça à faire des choses très, très concrètes, très pratiques, du genre animer des balles le samedi soir, animer des balles de mariage, des balles de baptême, des balles de fiançailles, des balles de communion, enfin ce genre de choses, quoi. Pour justement, c'était dans cette idée d'amener les gens à faire des choses ensemble, à s'auto-organiser, à se débrouiller par eux-mêmes, et donc à se passer des services de la mairie, les mairies féodales de l'époque, qui les tenaient par là. Et donc pour nos gens, au lieu d'aller demander des tables
et des chaises et des bancs et des trucs comme ça à la mairie, qui en retour demandent de voter tout ça, inviter les voisins. Et les voisins amènent des bancs, des tables, des choses comme ça, on se prête les trucs, on fait des fêtes dans les villages et tout ça. Évidemment, il manquait du coup la dimension musicale que la mairie pouvait apporter. Donc nous, on a créé un orchestre qui s'appelait le groupe culturel Zélin d'Or, et dont j'étais le chanteur. Et du coup, on a été amené à... Bon, au début, on chantait des chansons un peu connues, qui ne nous plaisaient pas beaucoup. Donc du coup, on a été amené à écrire des textes, des chansons. Donc c'est comme ça que je me suis mis à écrire en créole. C'était des chansons très militantes, très pas très intéressantes aujourd'hui quand j'y pense. Mais en même temps, c'est comme ça que je me suis mis à écrire de créole. Et du coup, à avoir un rapport un peu charnel avec cette écriture-là, une espèce de combat avec la textualité du créole, avec sa musicalité, avec des choses comme ça. Alors au départ, c'était très militant, et puis progressivement, ça s'est orienté vers une écriture plus intime, et en même temps, qui progressivement, et ça c'est venu beaucoup plus tard, progressivement, a été habité par l'enfance, donc par ce dont je parlais tout à l'heure, par la nécessité de dire des choses qui n'étaient pas, qui pour moi étaient des évidences, mais quand j'en parle autour de moi, personne n'en avait entendu parler, personne n'était au courant de ça, tu racontes des histoires, c'est n'importe quoi. Et puis aussi, de plus en plus, est remontée toute la dimension malbar. Et ça en particulier dans le dernier recueil publié, Narlegon la langue, c'était très net, quoi. Ça remontait, quoi. Ça remontait malgré moi. Et comme ça remontait, je me suis dit, j'ai fait un travail là-dessus, un travail d'écriture, un travail poétique autour justement de cette présence malbar. Et Narlegon la langue, Narlegon c'est le bal tamoul de mon enfance, là. Et donc c'était cette façon donc du coup de mettre la langue en scène, quoi. La langue créole, la langue française, dans ses rapports avec les épopées indiennes de mon enfance. Pas les épopées indiennes, les épopées indiennes telles qu'elles étaient mises en scène dans mon enfance, avec le bartial, avec tout ça. Et cette façon donc de réintroduire, comment on peut le dire, de rendre le monde malbar au monde créole, et inversement d'amener la langue créole à rendre compte de ce monde malbar. Ça, c'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire, beaucoup aimé, qui m'a beaucoup plu, avec évidemment derrière aussi toute la dimension militante qui reste quand même. Et puis effectivement, cette question qui revient malgré tout, la question de l'histoire et de l'oubli, pas seulement de l'histoire, mais de l'oubli des gens, l'oubli de leur vie, l'oubli de leur savoir, de leur création, de tout ce qu'ils savent faire. Et j'ai eu un accident quand j'étais gamin, un grave accident, ce qui fait que j'ai vécu un an à l'hôpital. C'est bizarre de dire qu'on a vécu un an à l'hôpital, oui, enfin j'ai vécu un an à l'hôpital. Et j'étais dans une chambre commune, et comme c'était... il y avait plein de gens, donc il y avait d'autres personnes dans la salle, dans la chambre. Et comme c'était en orthopédie, il y avait beaucoup d'accidents de travail. Donc des ouvriers agricoles, des dockers, des ouvriers d'usine, des maçons. Et là, ça a été fabuleux. C'était fabuleux parce que là, j'ai appris des chansons dire, qui faisaient partie du fond collectif réunionnais, des vieux maloyas, des vieilles chansons, des histoires, des trucs comme ça. Et ça m'a nourri, ça m'a vraiment nourri. Et cette dimension-là, j'ai voulu aussi la rendre plus tard et je veux encore. Je crois que je vais m'orienter de plus en plus vers ça. Pas nécessairement créole, ça peut être aussi en français, mais cette façon de faire en sorte que les textes que j'écris ou que j'écrirai soient habités par ça, quoi, par cette parole, par ces histoires complètement vraies et en même temps folles, qui pour n'importe qui aujourd'hui seraient des histoires folles, complètement fictives, alors que ce sont des histoires totalement vraies. Ce sont des choses que les gens ont vécues, des histoires qu'ils racontaient, leur vie de tous les jours, la vie quotidienne, quoi. Et puis cette faculté, ça m'a beaucoup frappé. C'était des gens donc, de milieux très très pauvres, hein, des ouvriers agricoles, des ouvriers d'usine. Cette faculté d'inventivité, de créativité, de joie, de choses qu'ils faisaient en permanence, là, ça m'a beaucoup marqué.
Et ce que j'essaie de faire depuis dans mon écriture, avec évidemment tout ça tamisé par ma propre mélancolie, mais bon, ça c'est autre chose. Et donc il y a eu ce désir aussi par rapport à la langue créole de l'amener ailleurs et plus loin. Enfin plus loin c'est un peu mégalo, mais oui il y avait quelque chose de mégalomane là-dedans. Je disais tout le temps à l'époque, quand j'étais sûr de moi, je disais mon objectif est d'apporter une littérature à la langue créole et une langue de plus à la littérature du monde. Et donc comment dire, à la fois de déconstruire cette image d'une langue créole liée uniquement à soit à l'intimité, soit aux échanges comme ça, mais d'en faire une vraie langue d'écriture et donc l'explorer, l'écarter, la couper, enfin faire un vrai travail. D'autant plus que c'était des années où je travaillais beaucoup avec les poètes de l'avant-garde française ou mondiale d'ailleurs. On faisait beaucoup de choses autour de la poésie vivante, de la poésie sonore, de la poésie visuelle. Et en discutant beaucoup avec ces gens-là, en allant à des festivals de poésie élémentaire, sonore, d'avant-garde, quoi, je me rendais compte qu'ils réinventaient, qu'ils faisaient des choses, qu'ils inventaient des choses qui, en fait, relevaient de la pratique normale, quotidienne, de la langue créole. Et du coup, c'était très important pour moi de voir que ce que les gens considéraient comme quelque chose de marginal, de passé, de traditionnel, comme on dit, était en phase totale avec ce que la poésie la plus contemporaine proposait comme expérience et comme pratique. Et donc, il y a une époque où justement je faisais ça, qui aboutissait évidemment à des choses. Le poème qui ouvre Narlegon la langue, qui s'appelle Narlegon, justement Narlegon la langue, et qu'on ne comprend pas vraiment quand c'est écrit, parce que c'est un texte qui doit être performé, qui est écrit pour être performé, et que j'ai performé plusieurs fois, et que j'ai arrêté de performer parce que la dernière fois que je l'ai performé, comment dire ça, je suis entré en transe, mais vraiment en transe. Je suis entré en transe, j'étais possédé. Parce qu'à la fin du poème, ce jour-là, à la fin de la performance, j'ai invoqué une grande déesse, une terrible déesse des Malbars, et elle est venue, quoi. Et elle m'a, comment dire, elle m'a frappé. Alors, je suis tombé, je suis resté évanoui. Donc j'ai cessé de performer ça, mais donc l'aboutissement de ça, ça a été ce travail où à la fois donc il y avait, c'est un poème, c'est un texte entièrement sur la langue, et c'est un texte mais qui était fait à la fois pour être octé, bégayé, déchiré, et qui rencontrait à la fois les expériences qui pour moi étaient extrêmement avant-gardistes, du nargon, du baltamoul, et qui rencontrait en même temps tout. Puisque c'est quelque chose c'est un poème que je dis en dansant, en chantant, en me roulant. Je suis déguisé en actrice de baltamoul quand je fais ça. Enfin, un acteur de baltamoul déguisé en femme. Voilà. Et c'était ça, cette espèce de rencontre entre. Enfin, c'est un poème qui essaie de mettre en scène ce que ça pourrait vouloir dire une créolisation lorsqu'il s'agit d'un texte, voilà, et même si c'est entièrement créole. Et c'était ça un peu, et ça m'a beaucoup plu. Alors évidemment, après et là à ce moment-là, j'étais arrivé au bout de quelque chose. C'est pour ça qu'après Narlegon la langue, j'ai dit que je n'écrirai plus jamais, que c'était fini, parce que je ne voyais pas ce que je pouvais dire d'autre par rapport à ça, ce que je pouvais faire comme travail par rapport à ça. Et puis autre chose est revenue qui était, qui avait dormi pendant très longtemps, et qui était maintenant, de plus en plus, cette nécessité, de plus en plus en français d'ailleurs aujourd'hui, moins en créole, cette nécessité de mettre dans ces textes-là la parole vernaculaire de ces gens-là, de ce que Goua ou Béatrice Spivak appellerait des subalternes.
c'est ça, quoi. C'est ça un peu le challenge aujourd'hui. Mettre la parole des subalternes dans un texte. Mais alors dans des textes qui du coup seraient dans une espèce de français normé, très, enfin, avec ce jeu-là, quoi. Donc leurs histoires là-dedans, mettre façon à ce que ces histoires vraies soient reçues comme des histoires absolument inventées parce qu'elles sont incroyables dans cette langue-là. Voilà, c'est un peu ça aujourd'hui le travail. Alors là, la question de l'insularité, alors plusieurs choses d'abord. Bon, il se trouve que l'autre jour, je me suis rendu compte d'un truc, qui est une évidence, mais évidemment, moi, les évidences, je me rends compte quand tout le monde s'en est rendu compte. Je me suis réveillé en même temps, je me suis dit, nous sommes, ici à La Réunion, la dernière terre, au nord, c'est pas vraiment ça, c'est au sud de nous, il n'y a plus rien. Au sud de nous, il n'y a plus rien, il n'y a plus de terre habitée. Nous sommes la dernière terre habitée, voilà, sur cet axe-là, évidemment. Et puis, bon, évidemment, nous sommes aussi une terre qui était... c'est une île, avec tout ce que ça suppose de solitude, bien sûr. D'autant plus que cette île, pendant très longtemps, encore aujourd'hui, cette île elle-même est un archipel, quoi. C'est une île d'îles, quoi. Ces îlettes, avec ses îlettes, ses quartiers, ses découpages sociaux. Pendant longtemps, ces découpages de quartiers. Dans mon enfance, les gens de Tchouin-Bracanotte, c'était pas les gens de Giroffe. Giroffe est à 300 mètres de là, quoi. Les gens de Giroffe, c'était pas les gens de Beaufort. Beaufort était à 400 mètres. Enfin, c'est ça, quoi. C'était une île où les gens vivaient dans une espèce de choses fermées. Et c'est vrai qu'il y a une vraie question de l'insularité. Bon, l'île elle-même en tant qu'insularité, mais les gens à l'intérieur de l'île se vivent aussi dans une espèce d'insularité. Bon, évidemment, les choses bougent, changent, mais il y a toujours quand même ce sentiment-là, quoi. Et puis bon, tout le truc qui avait pendant longtemps, l'insularité malbar, l'insularité chinoise, l'insularité cafre, l'insularité blanche, l'insularité, enfin des gens qui... Il est de bon ton aujourd'hui, c'est vrai aussi de vanter l'harmonieux mélange, l'harmonieux métissage et l'harmonieux rencontre des cultures et des peuples sur cette terre. Si on arrive à faire ce discours aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des luttes importantes, incessantes et tout ça autour de ça. Jusqu'aux années 60, 70, c'est pas ça du tout. Par exemple, lorsque mon père est candidat aux élections à Saint-Benoît, le prêtre, le jour des élections, demande aux gens de ne pas voter pour lui, non pas parce qu'il est candidat du Parti communiste réunionnais, mais le prêtre dit, bon, vous devez aller voter aujourd'hui, etc., vous n'allez quand même pas voter pour un Telenga, pour un Malbar, quoi. Donc il y a aussi tout ça, bon, c'est toujours là, quelque part, il y a de toute évidence aujourd'hui, par exemple, tout le travail, par exemple, quoi qu'on pense de ce que fait à La Réunion les gens de ce que font à La Réunion les gens du CRAN ou d'autres associations comme la question 4, la question noire, il y a un vrai problème, une vraie question. La réponse est nécessairement pas celle qu'ils donnent, eux, mais il y a quand même une vraie question autour de ça, autour du racisme, autour du mépris. Par exemple, si je prends la question du Maloya, aujourd'hui tout le monde dit là, Maloya, musique réunionnaise, Maloya, identité réunionnaise, Maloya, tout ça, il a fallu se battre pendant des années pour que... moi quand je dis aux gens, j'ai grandi dans le Maloya et dans les tambours malbar, pour eux c'est une découverte. Pour eux c'est quelque chose qu'ils ont découvert un jour comme ça dans les années 80 parce que Daniel Waroua chantait ou parce que Ziska Khan chantait. Et quand tu leur expliques, mais enfin, d'où vous sortez, parce que moi, tous les jours j'entendais du Maloya et tous les jours j'entendais du tambour malbar, ils te regardent avec grands yeux en disant, tu racontes n'importe quoi. Donc, il y avait ça quand même, cette insularité qui demeure. Il y a ça, il y a une autre
question qui est quand même celle au-delà de l'insularité, bon, le fait qu'on soit évalué de tout, et qu'on se soit coupé de tout, surtout. Dans cette espèce les années Debré et les années Debré et les années Mitterrand, parce qu'on dit Debré, mais aussi les années Mitterrand, des espèces d'assimilation forcenée d'un modèle qui apparaît beaucoup plus avec Mitterrand qu'avec Debré. Debré, c'est l'imposition du modèle. Mitterrand, c'est l'acceptation du modèle. Voilà. C'était beaucoup plus cool, c'était beaucoup plus machin, c'était tout ça. Et donc avec cette espèce de relation à la fois unique, d'amour-haine, schizophrène avec dans l'axe Paris, enfin on va voir si c'était Paris, enfin une certaine France, disons, et la Réunion, c'est le temps que nous avons eu volontairement de nous couper de choses et de nous renfermer dans une insularité avec un fil unique qui était donc l'espèce de pont avec la France, une certaine France, parce que la France que nous envoyait, c'était pas la France. Je veux dire, les années 60-70 en France, c'est quand même la nouvelle vague, c'est un cinéma, c'est une écriture absolument intéressante, c'est au niveau des sciences humaines et sociales, c'est le structuralisme, c'est Barthes, c'est ces gens-là, quoi. C'est jamais arrivé ici. C'est jamais. Mais non, ça n'arrivait pas, quoi. Donc là aussi, il y avait ça. Tout ça pour dire que cette façon que nous avons eue pendant longtemps de nous couper, y compris notre monde proche, pendant la période coloniale ou avant Debré, il y avait des relations beaucoup plus importantes, par exemple avec Madagascar, avec Maurice, ne serait-ce que ça. Et pendant la période coloniale, les relations avec l'Inde, Pondichéry, l'Afrique et Madagascar étaient beaucoup plus évoluées. C'est-à-dire qu'il y avait une façon, les Réunionnais avaient quand même une façon de se positionner dans le monde, dans l'environnement géographique, l'océan Indien, proche. Et ça disparaît avec les années Debré et avec les années Mitterrand. Donc une espèce il y a l'île, nous sommes, bon, c'est soit nous ne sommes rien du tout, nous sommes des assistés, nous sommes des incapables, nous sommes tout ça, ou soit nous sommes le nombre du monde, nous sommes la France dans l'océan Indien. Les autres meurent de faim, nous on s'en sort. On est grandiose, on est magnifique, on est merveilleux. Voilà. Il y a ça. Et en même temps, il y a aussi. Et puis donc, il y a ce phénomène, au-delà de l'insularité, d'insularisation des gens. C'est beaucoup plus grave que l'insularité. C'est cette façon qu'ont les gens de s'insulariser. Les uns par rapport aux autres, les groupes par rapport aux autres, les classes par rapport aux autres, les hommes par rapport aux femmes. Le rejet, le mépris, la marginalisation de tout ce qui n'est pas dans le mainstream, enfin tout ça, quoi, qu'il s'agisse de genre, qu'il s'agisse de classe, qu'il s'agisse d'ethnie, qu'il s'agisse de culture. La violence anti-homosexuelle à La Réunion pendant d'énormes années, enfin tout ça. Et en même temps, Françoise Vergès et moi, on a l'habitude de dire, à la fois en souriant et en même temps étant un peu sérieux, nous avons eu la chance d'avoir des parents communistes. Et alors quand on dit ça, les gens ne comprennent pas très bien parce que, comme tu dis communiste, les gens pensent immédiatement, bon, l'URSS, la Chine, le Cambodge, enfin ça quoi. Évidemment, bon, les pays totalitaires, les massacres, les millions de morts, aussi bien sous Staline que sous Mao, la folie de Pol Pot et tout ça, et le ratage économique et culturel de l'Union soviétique et de la Chine. Mais à l'époque, être communiste réunionnais, ça ne voulait pas dire ça, et je crois que ça ne veut toujours pas dire ça. C'était autre chose, c'était une immense, d'abord, c'était une immense aventure et une immense ouverture au monde. Moi, je suis étonné encore aujourd'hui, quand je revois Sucre amer, et qu'en 1962, donc, c'est-à-dire on est en pleine guerre froide, on est en plein affrontement d'un côté les États-Unis et tout ça, et puis les autres, on est en plein affrontement anticolonial dans le monde, anticolonialiste, donc c'est l'époque des indépendances, à côté de nous, Madagascar devient indépendant, Maurice devient indépendant, les Seychelles deviennent indépendantes, il y a l'énorme, enfin, la guerre terrible de libération du Mozambique, tout ça c'est à côté, il y a le Vietnam, il y a l'Afrique du Sud, il y a tout ça, donc moi je suis
Et donc cet affrontement que nous on avait à l'époque avec la France, cette lutte anticoloniale, on peut dire comme ça, et je suis toujours étonné aujourd'hui d'entendre Paul Vergès dire en 62, moi je n'aurais pas dit ça. Je dis ça, je suis étonné parce que moi je ne l'aurais pas dit. Il dit nous sommes descendants de Français venus de France, de Malgaches venus de Madagascar, d'Indiens venus de l'Inde, de Chinois venus de Chine, d'Africains venus d'Afrique. Et nous sommes réunis dans notre pays et personne ne nous forcera à choisir parmi nos ancêtres. Je dis, moi, je veux dire, ça me fascine encore aujourd'hui que dans cette époque là, extrêmement violente, extrêmement, binaire, manichéenne, il ait pu dire ça. Moi, j'aurais pas dit. Moi, j'aurais dit, nous ne sommes pas français, voilà. Et l'héritage de la France, je m'en fous. J'aurais dit quelque chose comme ça. Et moi, ça me fascine. Et c'est pour ça que je dis, nous avons eu la chance d'avoir des parents communistes, qui, à la fois, c'était le Parti communiste, c'était ça. C'était à la fois, on te resituait dans la longue durée de ton histoire, dans tous ces apports, et on te connectait avec le monde. On était connectés avec le monde. Et je ne parle pas seulement des dirigeants du Parti communiste. On pourrait dire, oui, ton père était au comité central du Parti communiste, donc évidemment. Non, les militants de base du Parti communiste, les ouvriers agricoles, là, ils étaient capables de te parler du Vietnam. Ils étaient capables de te parler de ce qui se passait au Mozambique. Ils étaient capables de te parler de ce qui se passait à Maurice. Je souhaite très bien, ça c'est extraordinaire, d'un militant du Parti communiste réunionnais me disant en 1974, le jour de la révolution des œillets, au Portugal, c'est un gars qui n'avait ni lire ni écrire, qui était militant de Parti communiste. Il me dit, on a gagné. Tu vois, c'était ça quoi aussi, cette espèce de fait qu'on était connectés en même temps avec le monde. Et c'est peut-être lié effectivement aux militants du Parti communiste réunionnais, aux gens qui étaient proches du Parti communiste réunionnais ici. Peut-être que ce n'était pas le cas de toute la petite bourgeoisie, effectivement, de la bourgeoisie qui avait rejeté, qui était dans ça, quoi. On veut être français. Et du coup, le prix à payer, ça va être ça, on s'en fout, mais on le paie. Le prix à payer, c'est on nie tout, on laisse tomber la langue créole, on laisse tomber les cultures d'origine, on laisse tomber tout ça, mais on faut être français parce que c'est vrai. J'ai peut-être eu cette chance-là, donc justement, d'avoir ça, cette espèce de connexion. Et qui me permettait justement, lorsque je débarquais en France pour la première fois, de ne pas être étonné par la France. Et ce qui m'a permis, lorsque je suis allé en Inde pour la première fois, de ne pas être étonné par l'Inde, de ne pas être étonné par Madagascar, de ne pas être étonné par d'autres pays du monde. Parce que ici, justement, j'avais ça. J'avais tout ça. Je me souviens un jour d'un débat que j'ai eu avec, c'était lors du festival du film de la Réunion, avec une dame qui était là. C'était un forum, un séminaire sur créativité, identité, je crois. Et elle disait, votre problème à vous, réunionnais, c'est que vous êtes coupé de tout. Et je lui disais, mais qui est coupé de tout, madame? Vous, lorsque vous allez en Chine, vous êtes dans une position d'exode. Lorsque vous allez en Inde, vous êtes dans une position d'exode. Lorsque vous allez à Madagascar, vous êtes dans une position d'exode. Moi, quand je vais en France, en Chine, en Inde, à Madagascar, je ne peux pas être dans une position d'exode parce que tout ça, je l'ai vécu ici. Évidemment, c'est des choses différentes. Mais je veux dire, moi, je ne suis pas étonné d'entendre un muezzin chanter. Je ne suis pas étonné de voir une procession hindoue dans les rues de Delhi, de Bombay. Je ne suis pas étonné de voir une fête de Gandhi à Pékin. Donc, il y a ça aussi. Je veux dire, il y a effectivement cette dimension renfermante de l'insularité et surtout de l'insularisation des gens. Mais cette insularisation, elle a été aussi construite par un pouvoir paranoïaque de l'époque en France qui voulait formater les gens, y compris par rapport à sa propre culture. Je veux dire, les librairies d'ici n'envoyaient pas Barthes. C'est ça que je veux dire aussi. Donc cette insularisation, elle n'est pas naturelle. On a construit chez les gens une structure d'insularisation. Et en même temps, il y avait une réalité, et ça aussi c'est ce qui explique aussi le travail que je fais aujourd'hui avec la Maison des civilisations unitaires réunionnaises et que je fais ailleurs aussi. Mais il y avait aussi cette façon de retrouver ici, cette possibilité pour nous, je pense, beaucoup plus qu'aux Antilles, et beaucoup plus que dans d'autres endroits, et que nous partageons peut-être avec Maurice, mais Maurice a développé de façon plus grande, cette façon que nous avons d'être connectés avec le monde entier. Et justement,
non pas dans une situation d'insularité, mais dans une situation de connexion avec beaucoup plus de choses que les gens. Je veux dire par là qu'il suffirait de pas grand-chose pour que cette connexion redevienne naturelle dans la tête et dans la vie et dans la façon qu'ont les gens de voir. Je veux dire, un Mauricien, lui, va se définir par rapport à... Il est nécessairement multipolaire, ce qui n'est pas le cas d'un Français aujourd'hui. Ce qui n'est pas encore le cas de tous les Réunionnais. Et ça, on aurait possible. Je me souviens de mon père disant toujours, lorsqu'il parlait de l'Inde, d'ailleurs il parle des Indes, il disait, mais mes Indes sont ici. Mes Indes sont ici. Moi, je me souviens, par exemple, dans mon enfance, il y avait des gens extraordinaires. Par exemple, quelqu'un comme Bébé Mama, qui était un prodigieux chanteur de Maloya, et qui était un conteur extraordinaire, qui était d'origine mozambicaine. Quand je dis qu'il était d'origine mozambicaine, ça veut dire qu'il était arrivé ici très jeune, il était arrivé comme engagé. Il venait de Kiliman. Et donc, il parlait le makwa, il parlait avec d'autres Mozambicains qui étaient là, il parlait créole, il parlait makwa et créole. Et il racontait des histoires folles de Mozambique que j'ai hélas oublié, mais ça remontera un jour, de trucs. Et puis, Bébé Mama, donc, chantait du Maloya, qui faisait le service makwalé, mais qui en même temps marchait sur le feu, battait le tambour malbar, et il y avait la même chose comme Tégor, Tégor là, c'est extraordinaire. Tégor, c'est un nom d'origine indienne, Tégor, Tagore c'est un nom bengali, qui lui était caf, avec ce nom-là, Tégor, et qui lui aussi faisait le service malgache, pas le service makwalé, mais le service cabaret, mais qui aussi battait le tambour malbar, qui marchait sur le feu, qui chantait le maloya, qui jouait dans les bals tamoul. Et il y avait ça, quoi, je veux dire, ces gens. Et c'est ça qui était terrible, c'est-à-dire ces années, ces 40 ans où on a extirpé ça des gens, quoi. Cette espèce de culture qui était là, qui était évidemment insulaire, parce qu'elle se trouve nulle part ailleurs, mais qui en même temps les connectait avec un monde. Il y avait une espèce de lien comme ça, inconscient, conscient, qui faisait qu'il y avait un rapport avec le monde, et que le monde, c'était pas uniquement la France, c'était pas uniquement l'Europe, c'était pas uniquement ce qu'enseignait. Alors peut-être que c'est pas bien. Enfin, ça fait bizarre de dire ça, parce que l'école c'est important, l'école ça ouvre. Mais, et en même temps, peut-être aussi que ça a eu la chance de ne pas être allé à l'école pour être ça, pour vivre ça comme ça. Et je crois donc, en revient à la question de l'insularité, l'insularité réunionnaise, quoi, créole réunionnaise, c'est ça aussi, c'est cette possibilité que nous avons eue, que certains ont gardé, que nous pouvons avoir de nouveau, à partir de l'insularité, d'échapper à l'insularisation. À partir de l'insularité qui est la nôtre, de reconstruire tous ces liens-là avec tous ces mondes et de ramener ça et d'enrichir ça, comme on l'a fait depuis des siècles, mais d'enrichir de façon consciente peut-être dans notre littérature, dans nos arts, dans nos danses, dans nos chants, dans notre façon de vivre. Et je crois que ça c'est aussi quelque chose d'important pour cette question de l'insularité. Alors il y a aussi notre question de l'insularité qui est la question créole, la question du monde créole, des mondes créoles et des îles. Et c'est vrai que pendant longtemps, là aussi, l'exemple ça a été les Caraïbes, les Antilles. C'est vrai qu'il y avait des grandes figures, il y avait Césaire, il y avait Schwarzbart, il y avait Condé, puis il y avait Jacques-Stéphane Alexis, il y avait tous ces gens, quoi. C'était vraiment en créole, on se sentait vraiment misérable et petit, quoi. Et donc c'est vrai que pendant longtemps le modèle théorique, intellectuel, ça a été ça, quoi. Alors par exemple avec les grandes questions culpabilisantes, mais pourquoi il n'y a pas eu la négritude à la Réunion, ce genre de choses. Et ce qui faisait que, par exemple, le banzil créole ou des choses comme ça auxquelles
on avait participé, on sentait un peu sur un strapontin, sur des choses comme ça. On avait l'impression qu'on n'avait pas grand-chose à apporter au monde de ce point de vue-là. Et je crois que les choses, là aussi, sont en train de changer. Quoi. Pour les Caraïbes, avec leur richesse et leurs problèmes. L'océan Indien, c'est l'océan Indien avec ses richesses et ses problèmes. Mais c'est vrai en même temps qu'il y a... le débat que j'ai eu avec Bernabé Chamoiseau-Confiant sur la question de la créolité, elle est liée à ça aussi. Quoi. Cette question de dire... l'éloge de la créolité, c'est l'éloge de la Martinique. Quoi. Basta. Et d'une certaine Martinique. Et donc, du coup, le dialogue est très vite devenu difficile et même impossible avec Chamoiseau-Confiant et Bernabé sur la question de la créolité, parce qu'ils ont un modèle unique de la créolité, une norme de la créolité, et qui est très clairement la norme martiniquaise. Et donc, du coup, alors que justement, moi je pense que Glissant est plus intéressant en parlant de créolisation, et laissons justement la possibilité à cette créolisation justement de prendre toutes les diversités qu'elles peuvent prendre partout dans le monde. Mais ça c'est vraiment intéressant. Mais en même temps, Glissant est quand même habité par l'espace martiniquais, donc il y a aussi des divergences évidemment. Mais enfin, le débat est peut-être plus facile avec Glissant qu'avec eux. Et donc, pour revenir à cette question des mondes créoles, peut-être du monde créole et de bandes créoles, tout ça, les îles, donc il y a la question des îles créoles, et puis il y a la question aussi des îles en tant qu'îles, la sécurité en tant qu'îles, institutionnellement. Je veux dire, la Réunion aujourd'hui est une région ultra-périphérique de l'Europe, institutionnellement. Et donc, ça aussi, ça a des effets par rapport aux relations avec les îles européennes et les autres îles. La Réunion est aussi membre de la Commission de l'océan Indien, il y a des îles. Et donc, il y a tout un travail à faire aujourd'hui, justement, dans la mise en connexion de ces îles, pour plein de choses, ne serait-ce que pour le développement, ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-développement, le développement économique et social de ces îles qui sont un peu comme ça, un peu partout, toutes seules, et qu'il faut effectivement relier pour que justement la notion d'archipel, cher Glissant, reprenne du sens, pas seulement d'un point de vue métaphorique ou d'un point de vue littéraire, mais d'un point de vue concret. Mais de toute façon, on ne va pas y échapper. Par exemple, la fonte des glaces là-bas au nord, on le sait, va libérer le passage du nord-ouest. Le passage du nord-ouest, ça va faire gagner 15 jours au navire pour aller d'Europe en Chine, par exemple, des choses comme ça. 15 jours, c'est cher. 15 jours, donc c'est des économies monstrueuses. Et du coup, je veux dire, du coup, on a besoin de construire aussi d'énormes tankers, d'énormes cargos qui vont transporter des millions et des millions et des millions de tonnes. Et ces tankers vont plus venir ici, ces cargos vont plus venir ici, ni à Maurice, ni à La Réunion, ni à Madagascar, ni aux Seychelles. Il va y avoir un port unique dans l'océan Indien, ça va être Singapour. Ce qui veut dire que Maurice, La Réunion, les Seychelles, Madagascar, peut-être même l'Afrique du Sud, on est condamné à s'unir pour construire, si on ne veut pas mourir. Et économiquement, je veux dire, je parle là vraiment d'économie. Ça veut dire que pour aller chercher les choses qui sont à Singapour, il faudra qu'on se mette ensemble. Qu'on construise des compagnies maritimes communes, qu'on construise des infrastructures communes, qu'on construise des ports communs, qu'on construise des plateformes, des choses comme ça. Et là, donc, cette question d'être une île, de manière concrète dans la mondialisation aujourd'hui, et avec le changement climatique qui est en train de se faire, ça, c'est des perspectives d'avenir que je trouve personnellement, vraiment passionnantes et enthousiasmantes. Et la question de l'île prend du coup un autre sens, un autre rapport, une autre définition.